Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes heureux de vous retrouver à l'occasion d'une nouvelle vidéo sur la 8e aventure de notre sorcier préféré, Harry Potter et l'Enfant Maudit. Vous le savez, nous défendons bec et ongle cette 8e histoire souvent extrêmement décriée, méjugée et même parfois, disons-le clairement, méconnue. Harry Potter et l'Enfant Maudit fait souvent l'objet de très nombreuses critiques infondées et parfois injustes. Loin de nous l'idée de dire que ce texte est totalement parfait, évidemment, mais nous essayons petit à petit dans nos vidéos de réhabiliter cette histoire qui nous parle tant. Après avoir présenté un certain nombre de personnages, dont la terrible histoire de Delphine Géluzor, enfant maudit conçu par le mal pour propager le mal, puis après avoir pris le temps d'expliquer certaines controverses autour de ce livre, notamment sur ce que les détraqueurs du livre appellent des incohérences, il fallait par exemple aborder la question du retourneur de temps. Mais aujourd'hui, c'est d'une autre prétendue incohérence, ou tout du moins de l'un des principaux reproches adressés à l'enfant maudit, auquel nous allons nous attaquer. En effet, l'une des critiques qui revient le plus souvent, c'est le changement de comportement et finalement parfois même de personnalité dans cette 8e aventure qui tranche parfois effectivement de manière assez forte avec les personnages que nous avons connus dans les 7 premiers tomes de Harry Potter. Pour beaucoup, cela prouverait qu'il ne s'agit que d'une fanfiction à laquelle J.K. Rowling aurait donné son avis ou tout du moins son accord. Dire cela, et on le redit encore une fois, c'est nier tout simplement la réalité du processus créatif que nous vous expliquions dans une vidéo justement dédiée à cette question. Alors, dans cette vidéo, nous allons tenter d'expliquer pourquoi on assiste à des changements majeurs dans le comportement et la perception de la vie de nos personnages préférés, et vous verrez qu'au final, cette évolution, elle est tout à fait logique et elle se justifie. En préambule de nos propos, il ne faut surtout pas oublier une chose très importante. Les 7 premiers tomes de Harry Potter couvraient une période allant de l'enfance de nos héros jusqu'à la fin de leur adolescence. L'âge adulte n'étant traité que très succinctement dans l'épilogue de Harry Potter et les reliques de la mort. Nous suivions donc pendant ces 7 aventures des personnages en pleine construction qui font face aux défis de la vie, parfois aux accidents de la vie et surtout à une guerre larvée avant qu'elle ne soit entièrement et totalement déclarée et les plonge dans l'horreur des guerres avec son lot de morts, de peines, de pertes mais aussi de joie une fois le combat terminé. La psychologie des enfants et des adolescents est donc, on le comprend bien, une psychologie en cours de formation. Un enfant de 10 ans n'aura pas la même manière de percevoir ce qui l'entoure à 14 ans ou encore plus à 17 ou 18 ans. La vie modèle la personnalité de chacun, les expériences sont souvent formatrices et débouchent donc nécessairement sur des évolutions. Toute la saga littéraire Harry Potter traite justement de cette évolution, notamment avec des points d'orgue à certains moments, comme cela est le cas par exemple avec Harry Potter dans la 5e aventure qu'est l'Ordre du Phénix, qui déjà opère un changement de personnalité entre le stade de l'enfance et celui de l'adolescence. La mort de Cédric Diggory, évidemment, le retour de son ennemi de toujours, Lord Voldemort, plonge Harry Potter dans un monde totalement différent de tout ce qu'il a pu connaître jusque-là. Assister ainsi à la mort de son ami Cédric Diggory à cause d'un piège tendu par Lord Voldemort entraîne forcément chez Harry Potter une prise de conscience. On le sait, il se sentira même coupable de cette mort pendant longtemps. Tout du moins, si ce n'est pas coupable, en tout cas, il se sentira responsable. Partant de ce postulat, et vu que nous assistons pour chaque personnage à de nombreuses évolutions durant ces 7 aventures de Harry Potter, il ne semble pas forcément hors de propos qu'effectivement, plus de 19 ans plus tard, nous retrouvions nos héros dans un état bien différent de celui dans lequel nous les avions laissés à la fin de la bataille de Poudlard. Alors, évidemment, nous n'allons pas nous arrêter sur ce postulat, ce serait un peu court et nécessairement un peu facile. Mais nous allons bel et bien pénétrer dans l'histoire de différents personnages pour tenter d'expliquer de manière concrète les choses. Tout d'abord, nous allons débuter par l'un des personnages les plus décriés de cette pièce qui est Ronald Weasley. Alors, avant de débuter notre analyse, il nous semble nécessaire de faire un rapide parcours de vie entre les événements de Harry Potter et les reliques de la mort, puis Harry Potter et l'enfant maudit. À la fin de la Seconde Guerre des Sorciers, Ronald Weasley est partagé entre d'un côté le sentiment du devoir accompli, ils ont vaincu et les Horcruxes puis Voldemort, et le sentiment de pouvoir enfin vivre une vie normale et une fabuleuse histoire d'amour avec Hermione, puis d'un autre côté il doit également gérer la perte tragique de Fred, son frère aîné, dans cette guerre si violente. Rapidement, il fera le choix de ne pas retourner à Poudlard pour finir sa 7e et dernière année d'études. En effet, le nouveau ministre de la magie, Kingsley Shacklebolt, avait laissé le choix à Harry, Ron et Hermione d'intégrer directement le ministère de la magie pour devenir Aurore. Ron Weasley choisira cette solution et ne passera donc pas ses aspics à l'instar de Harry Potter. Il débutera sa formation directement pour devenir un Aurore, formation au bout de laquelle il ira. Il sera même intégré au sein du bureau des horreurs du ministère de la magie. Mais il fera in fine le choix de ne pas poursuivre dans cette voie. La raison n'est pas clairement et totalement établie, il va sans dire. Il existe une certaine zone de flou sur sa réorientation professionnelle. En réalité, elle trouve probablement son origine dans plusieurs facteurs. Il y a tout d'abord le fait qu'Hermione fasse un choix différent du sien puisqu'elle décide de continuer ses études à Poudlard et qu'elle passera ses aspics. Ils sont donc séparés pendant une année scolaire, en ne se voyant donc qu'à de très brefs
brèves occasions, probablement au moment des vacances scolaires. Le fait que Ron suive sa formation d'Aurore est donc quelque part une sorte un peu de passe-temps aussi bien pratique qu'occupationnel. Ron, comme de très nombreux jeunes, encore plus à 18 ans, ne sait pas vraiment quoi faire de sa vie, c'est plutôt logique. Il fait donc ce qu'il sait faire de mieux, suivre son ami Harry Potter et nouveau beau-frère. Mais lorsque Hermione obtient ses aspics et que le projet de fonder une famille commence à se faire jour, il va opérer peu à peu un changement de paradigme du tout au tout. Sa femme se dévoue corps et âme à une brillante carrière au sein du ministère, une carrière engagée et importante, pour servir ceux qui sont dans le besoin, ceux qui sont exclus. Ron est évidemment, dans le même temps, toujours en étroit contact avec sa famille et surtout avec ce pauvre George Weasley qui tente tant bien que mal de surmonter son chagrin et la perte de son frère jumeau. C'est ainsi que Ron fera le choix finalement d'arrêter sa carrière d'Aurore pour se consacrer à la boutique de farce et attrape du chemin de traverse. Cela lui laissera aussi le temps de s'occuper de l'éducation de leurs deux enfants, Hugo et Rose. En somme, il fait un choix très personnel, probablement d'ailleurs pour permettre à Hermione d'aller au bout de ses ambitions, de ses projets, mais aussi de sa carrière. Ron n'a jamais été un grand aventurier devant l'éternel, il a plus subi la situation liée à Harry Potter qu'autre chose. Il est toujours embarqué dans des événements qui le dépassent, peut-être aspire-t-il à une vie plus saine, plus protégée que celle d'un Aurore qui parcourt le Royaume-Uni et le monde pour traquer des sorciers soit adeptes de Voldemort, soit adeptes tout court de la magie noire. On peut comprendre qu'il puisse à cet égard ressentir une certaine forme de lassitude après avoir passé 7 années de sa vie à éviter de se faire tuer d'une manière ou d'une autre, sachant qu'elle pouvait être plus ou moins sympathique. Alors, dans Harry Potter et l'Enfant Maudit, le personnage de Ron apparaît en contradiction avec sa version antérieure, plus jeune. Mais cela est pour le coup tout à fait normal, car n'oublions pas que l'intrigue de cette 8e aventure se déroule entre 19 et 23 ans après les événements de Harry Potter et les Reliques de la Mort. C'est un temps long, très long, et pourtant, plus de 20 ans, les adolescents, en passe de devenir de jeunes adultes, ont eu le temps évidemment de mûrir. Il aurait été absolument anachronique de retrouver des enfants dans la peau d'adultes mariés et avec des enfants. La posture de Ron Weasley n'est plus celle d'un compagnon d'armes de Harry Potter, c'est celui d'un homme, plus ou moins au foyer, qui travaille avec son frère, mais qui a fait le choix de se consacrer à ses enfants et à sa vie de famille plutôt qu'à combattre les forces du mal. Certains lui reprochent aussi son sens de l'humour, reproches bien violents dans la mesure où Ron a toujours été quand même parfois malgré lui un petit peu le clown de service, celui qui rajoute toujours un peu une petite dose d'humour à des conversations. Alors, il est vrai que ce trait de caractère apparaît quelque peu en anomalie par rapport à l'ambiance générale assez lourde de cette 8e aventure, mais c'est là aussi finalement son utilité, faire en sorte de détendre l'atmosphère du mieux possible. Alors, bien évidemment, ça peut paraître étonnant à lire, et pourtant J.K. Rowling prouve bien que sa vision du personnage dans la branche temporelle normale de l'Enfant Maudit a bel et bien été pensée comme telle. D'ailleurs, lorsque l'on rencontre des versions alternatives de son personnage dans d'autres lignes temporelles, on se rend bel et bien compte qu'un changement de vie, le fait par exemple qu'il ne se marie jamais avec Hermione, engendre un tout autre personnage que celui de notre ligne temporelle, une manière d'illustrer quelque part l'impact des événements sur la vie d'une personne. Il en va d'ailleurs de même pour Hermione Granger, qui est très souvent pointée et montrée du doigt comme étant différente de celle que nous connaissions dans Harry Potter version 7 premiers volets. Alors, le changement est moins flagrant pour Hermione que pour d'autres personnages, dans la mesure où elle a été très vite, finalement, dans une situation où elle avait une maturité bien plus développée que ses deux acolytes, et que même tout le reste de Poudlard d'ailleurs. Alors, c'est un trait très caractéristique et assez répandu chez les jeunes filles, mais il est vrai que l'intelligence d'Hermione, ses connaissances, sa mémoire, ses analyses, sont toujours un cran au-dessus des deux autres. C'est son apport particulier au trio au final. Quand on quitte Hermione à la fin des Reliques de la Mort et donc de la bataille de Poudlard, elle est dans un état d'esprit dont la rationalité force à l'admiration, compte tenu de tout ce qu'ils ont pu vivre depuis des années. Elle éprouve évidemment, bien sûr, le soulagement d'avoir mis fin à cette guerre des sorciers et la réussite collective qu'elle représente. En tant qu'enfant d'une famille de Moldus, elle mesure, et peut-être encore davantage que les autres, les répercussions qu'aurait pu avoir une victoire de Voldemort. Hermione est aussi soulagée d'avoir enfin réussi à installer une relation saine et définie avec son ami de toujours, Ronald Weasley. Alors, Hermione n'est pas non plus du genre à se laisser emporter par ses émotions, mis à part dans des situations extrêmement rares. Elle est réfléchie, la plus réfléchie de tous d'ailleurs, et elle reprendra, elle, ses études à Poudlard dès la rentrée de septembre pour sa 7e et dernière année. En refusant la proposition faite par Kingsley Shacklebolt de rejoindre le ministère de la Magie en récompense des services rendus, Hermione prouve en quelque sorte en tout cas, qu'elle a la tête sur les épaules et qu'elle n'abandonnera pas en cours de route ce pourquoi elle se bat depuis son entrée à Poudlard, c'est-à-dire sa réussite et de prouver qu'elle en est capable. On peut imaginer que cette année scolaire à Poudlard, sans Harry, sans Ron, aura été une année extrêmement studieuse, très concentrée et pour le coup sans Voldemort qui se balade dans les parages. En sortant de Poudlard, elle intègre donc cette fois-ci le ministère de la Magie où elle s'occupera notamment de régler la question des droits des elfes de maison et donc dans une dimension finalement très activiste au niveau de son engagement. Quelques années plus tard, elle deviendra ministre de la Magie en remplacement de Kingsley. On peut imaginer que ce rôle central dans le monde des sorciers engendre une quantité de travail et de responsabilités très importante. Heureusement, elle est épaulée par Ron pour gérer la famille et l'éducation des enfants. Dans Harry Potter et l'Enfant Maudit, Hermione ne connaît pas une modification totalement démesurée de sa personnalité et finalement
un peu de son caractère. Elle demeure la femme sérieuse, raisonnée et consciente des responsabilités qu'elle était en fait déjà en tant que jeune fille dans les 7 premières aventures. Hermione Granger ne transige jamais avec l'idée qu'elle se fixe de ses propres responsabilités, et en cela elle demeure absolument dans la droite ligne de ce qu'elle a toujours été. Mais parce que vous vous doutez bien que c'est trop simple, Hermione a également un autre visage dans une ligne temporelle totalement différente, même plusieurs d'ailleurs. Tant professeur aigri par le fait que rien n'ait fonctionné avec Rome, que de véritables figures en fait de la résistance dans un monde où Voldemort aurait gagné la bataille. On aperçoit là aussi le travail du temps, le travail des épreuves, des morts et des déceptions finalement tout au cours de la vie. La Hermione entre guillemets que nous connaissons tous n'a pu l'être qu'à certaines conditions, qu'à la condition notamment que son histoire se déroule jusqu'au terme de ce que J.K. Rowling avait prévu pour elle jusqu'au moment des reliques de la mort. Comme à chaque fois que l'on se frotte en littérature ou au cinéma d'ailleurs au concept de ligne temporelle et de voyage dans le temps, on constate les dégâts que cela peut produire ainsi que les errances quand une petite chose vient finalement à manquer par rapport à la version initiale. Un personnage aussi central que peut l'être Ron ou Hermione par exemple s'est bâti au fur et à mesure des étapes franchies par Harry Potter dans sa lutte contre Voldemort. Sans tout cela, le destin de ces personnages aurait été totalement différent. D'ailleurs, la meilleure preuve de ce que nous avançons est le cas si particulier de Draco Malfoy. Draco Malfoy, quand nous faisons sa connaissance à l'occasion de l'arrivée à Poudlard de Harry Potter, est un jeune garçon en colère, un but de sa personne, un but de son héritage, un but de sa lignée. Il recopie en fait en permanence et il singe même les moindres faits et gestes de son père, on dirait presque un clown tant il semble fier des valeurs qu'il pense être nobles et être le seul à détenir. Disons-le, à 11 ans, Draco Malfoy est clairement un petit con. Il n'y a pas d'autre terme, pardon pour vos oreilles chastes, mais nous allons suivre son évolution tout au long des 7 romans que compte Harry Potter, cette année où son caractère va déjà se modifier, tout comme sa manière de percevoir les choses qui l'entourent, le réel, mais aussi les valeurs que sa mère a essayé discrètement de lui inculquer durant son enfance. Dans Harry Potter et le prince de sang mêlé, on découvre que ce jeune garçon, finalement qu'il était à son arrivée à Poudlard, n'existe plus. L'âge avançant et la période de l'adolescence y étant extrêmement propice, on observe un véritable changement de comportement chez lui. Bien que contraint et forcé de commettre des actes graves pour sauver sa vie et surtout celle de ses parents ainsi que son nom, on sait qu'il le fera à contre-cœur plus que par obligation et par un réel choix qui n'existe en l'occurrence pas dans le monde finalement qui est celui de Voldemort. L'évolution de ce personnage est d'ailleurs même absolument phénoménale jusqu'au moment où lors de la bataille de Poudlard, il refusera de prendre part au combat final. Draco Malfoy a changé, beaucoup changé. Lorsqu'on le retrouve dans Harry Potter et l'Enfant Maudit, c'est encore plus flagrant, encore plus prononcé peut-être que ses autres camarades de scène. Draco Malfoy, en plus du déshonneur subi par sa famille, a enchaîné les difficultés car même s'il a réussi à trouver l'amour, cet amour fut critiqué par la situation de sa femme, Astoria Greengrass, dont la santé fragile l'a condamné plus ou moins à brève échéance. Pourtant, il tient bon et se bat ensuite pour son fils Scorpius qui n'a pas du tout reçu la même éducation que celle qu'il a pu recevoir lorsqu'il était enfant. Dès son mariage, Draco va d'ailleurs subir toutes les rumeurs les plus destructrices qui soient jusqu'à la conception de son enfant où des rumeurs évoquent la possibilité que l'enfant à naître soit celui du Seigneur des Ténèbres, que les Malfoy auraient pu effectivement pour arriver à ça manipuler le temps pour parvenir à leur fin et permettre le retour de Voldemort. Bref, tout un tas de délires. Sa vie après la bataille de Poudlard n'aura pas été de tout repos, mais toutes ces épreuves auront débouché sur un personnage très mélancolique, mais qui a aussi enfin connu les joies de l'amour avec un grand A, un grand amour pour sa femme, puis un grand amour pour son fils. Draco se montre davantage ouvert aux autres, explique beaucoup de choses qu'il a sur le cœur, comme le fait qu'il a été jaloux par exemple du trio formé par Harry, Ron et Hermione pendant des années lorsqu'ils étaient élèves à Poudlard. Draco Malfoy est peut-être le personnage d'ailleurs dont l'évolution est la plus impressionnante et probablement la plus intéressante à étudier. Pour un peu, ça nous donnerait presque d'ailleurs une idée de vidéo. Être un Malfoy est une malédiction, mais pour lui aussi, les épreuves rencontrées postérieurement à la bataille de Poudlard ont forgé un personnage pour le moins très pertinent, et on le comprend d'autant plus lorsqu'au fur et à mesure des voyages dans le temps, on se retrouve dans une ligne temporelle parallèle où Voldemort aurait gagné, où les Malfoy régneraient à la droite du Seigneur des Ténèbres en quelque sorte, et où à ce moment-là, l'héritier Scorpius serait le roi Scorpius à Poudlard, un élève tortionnaire, méprisant et méprisable. Bref, là aussi, encore une fois, J.K. Rowling démontre avec un brio absolument extraordinaire l'impact que des événements joyeux ou dramatiques peuvent avoir sur la vie de l'un de ces personnages, qu'il soit principal ou secondaire. Après, évidemment, comme d'habitude, tout revient sur Harry Potter. Après tout, quoi de plus logique? Harry Potter est le héros de l'histoire et le restera à tout jamais. Le moins que l'on puisse dire, c'est que Harry aura eu une vie pour le moins compliquée, tout du moins jusqu'à la bataille de Poudlard. Peut-être pensait-il pouvoir avoir un peu de repos, mais force est de constater que Harry Potter n'a pas fini de subir les assauts du temps et de la vie également. Alors qu'il mène une brillante carrière, il faut le dire, au sein du ministère de la Magie et qu'il est désormais en charge du département de la justice magique, on aurait pu se dire qu'après tant de travail accompli et la réputation d'être un aurore et accompli aussi, Harry Potter aurait gagné en maturité, en profondeur
profondeur. En réalité, on retrouve un Harry Potter toujours torturé par son passé, par la mort de ses parents, mais pas exactement pour les mêmes raisons en l'occurrence. Comme tout adulte, Harry Potter a dû faire face à de nombreuses nouvelles étapes dans sa vie, notamment celle de construire une famille et son couple avec Ginny Weasley, même si ça, effectivement, ça n'a absolument pas posé de problème. L'arrivée de ses 3 enfants, par contre, a fait basculer Harry dans des réflexions à n'en plus finir et au final, à une véritable remise en cause de sa personnalité et de sa capacité à agir en bon père de famille. Il faut bien se rappeler qu'à contrario, par exemple, de Ginny Weasley, Harry Potter n'a jamais eu de famille aimante et bienveillante autour de lui. Il a grandi sans l'amour de ses parents, assassinés par Voldemort, et cette tragédie ne lui a pas permis de se construire un modèle. Il n'a pas en quelque sorte le mode d'emploi pour devenir à la fois un bon père, mais aussi un bon chef de famille. Il est coincé dans des représentations qu'il ne maîtrise pas, qu'il peut imaginer évidemment en glanant quelques souvenirs à droite ou à gauche, mais Harry Potter n'était pas prêt au choc que peut représenter l'arrivée d'un enfant dans un couple. Cette question est d'ailleurs au cœur de toute l'histoire d'Albus Severus Potter, qui, plus que son frère James Sirius, a besoin d'un véritable accompagnement, d'être entouré et d'être compris. Au lieu de cela, Harry Potter continue sur sa lancée, pensant pouvoir éduquer ses enfants en restant un peu en retrait de ce qu'un vrai rôle de père lui aurait demandé comme méthode. Malheureusement, il mettra beaucoup de temps, trop de temps à comprendre cela, beaucoup de temps aussi à évoluer, à essayer de savoir pourquoi, de saisir pourquoi il n'arrive pas à surpasser ses propres limites. Harry Potter a donc bel et bien changé lui aussi, peut-être un petit peu moins que les autres. Il est probablement dans une sorte de prolongation de sa personnalité acquise au cours des rudes combats qu'il a eu à mener pendant des années, ainsi que des décisions courageuses prises lors de la bataille de Poudlard, par exemple pour aller jusqu'à s'offrir en sacrifice dans la forêt interdite. Harry Potter souffre aussi d'un autre syndrome, celui du survivant, celui qui n'aurait finalement pas dû être là, celui à cause de qui et grâce à qui il y a eu tant de souffrance mais aussi tant de réussite. La tâche pour un héros est dure à relever. Peut-on se remettre finalement et se relever d'une histoire pareille? C'est toute la question que J.K. Rowling nous met sous le nez à l'occasion de cette 8e aventure. De manière assez évidente, Harry Potter n'a jamais vraiment compris que le combat était fini. Il n'a pas vraiment accepté tout ce qui a pu se passer, notamment la mort de Cédric Diggory. La fin de la pièce nous le montre d'ailleurs de manière on ne peut plus éclatante. Le passé de Harry Potter est quelque chose de terrifiant, presque de paralysant, et qu'il a nécessairement aussi freiné dans l'appropriation de sa propre vie et de sa propre histoire, et donc dans l'éducation également de ses enfants. Ginny n'était pas dans la même situation, elle avait eu un modèle, c'est pour cela que quelque part elle a pu et elle a su tenir la maison. J.K. Rowling démontre dans ses propos la difficulté pour un enfant de grandir sans un père et sans une mère, la difficulté que cela représente ensuite pour se hisser au niveau de l'exigence qu'un parent doit à son enfant. Rien d'étonnant à cela, ça a été toujours le très grand combat de J.K. Rowling. Sa fondation philanthropique, Lumos, est montée en grande partie sur cette vision et sur le fait qu'arracher des enfants à un cadre familial aura toujours des conséquences graves et même plus graves sur le devenir de ces jeunes garçons et de ces jeunes filles que si on les plaçait par exemple dans des institutions. Harry Potter en aura fait les frais, il aura fallu de très nombreuses souffrances pour que ce dernier se rende bien compte finalement de la situation qui était celle de son fils Albus Severus. Alors évidemment, quand on arrive à ce stade, vous vous dites effectivement, si vous avez écouté notre vidéo, vous êtes convaincu qu'on n'est pas exactement les mêmes quand on a 10 ans, puis quand on en a 20 et quand on en a 40. Le monde évolue autour de nous, les situations professionnelles, encore une fois, les accidents de la vie, les parcours de vie ont toujours eu un impact sur la personnalité de chacun, et c'est vrai que cette personnalité, elle peut évoluer. Et d'ailleurs, ce n'est pas la première fois que J.K. Rowling parle de cette évolution, même si on s'intéresse par exemple aux adultes. Il y a l'épisode très intéressant, qui est l'épisode en fait de la période des maraudeurs à Poudlard, où, souvenez-vous, on peut carrément dire que James Potter et Sirius Black étaient quand même des sacrés petits coquins, et qu'ils avaient quand même une volonté assez néfaste de nuire à autrui, et même par exemple de nuire de manière presque quasi mortelle, en tout cas jusqu'à aller le mettre en danger de mort vis-à-vis de Severus Rogue. Et ça, voilà, on sait que ce genre de caractère, évidemment, a évolué chez James Potter et qu'il s'est transformé en bon père de famille quand le moment est venu de s'agir un petit peu. Après, ça voulait pas dire qu'il ne restait pas déconnant avec Sirius Black lors de la première guerre des sorciers, mais le fait est quand même qu'il a pris un autre tournant et que sa vie a pris un autre tournant et qu'il a su passer au-delà finalement de ce qui s'était passé avec Severus Rogue. Par contre, quand on s'intéresse au personnage de Severus Rogue, là aussi on peut constater effectivement qu'il y a eu une évolution, parce que Severus Rogue, tout le destiné et notamment tout le harcèlement qu'il a subi de la part des maraudeurs et notamment de James Potter et de Sirius Black, tout cela l'a mené finalement vers les forces du mal et vers Voldemort, jusqu'à ce qu'en fait l'amour finalement le ramène du bon côté de la force, si on ose ce parallèle avec Star Wars, et que évidemment il opère quand même une certaine transformation, alors qu'il est
pas fondamentale, mais qui mine de rien reste quand même une très belle transformation puisqu'il fera le choix, évidemment lui aussi, de se sacrifier pour Harry Potter et pour permettre finalement que tout soit révélé et ça en fait finalement l'un des véritables héros de cette histoire. Dans la saga des Animaux Fantastiques, on voit aussi que l'évolution des personnages est quelque chose qui compte et on le sent bien par exemple avec ce qui s'est passé dans le cimetière du Père Lachaise et notamment dans le mausolée de la famille Lestrange, que l'événement évidemment de la mort de Leta Lestrange va venir modifier quand même le comportement, le caractère de Norbert Dragono qui va se montrer évidemment beaucoup plus combattant, lui qui avait décidé de ne pas choisir entre les deux camps. On le voit aussi avec Albus Dumbledore, où on imagine qu'on va pouvoir voir, notamment dans le 3e opus des Animaux Fantastiques, les secrets de Dumbledore, une sacrée évolution entre le jeune homme qu'il était et puis désormais l'adulte accompli et au pouvoir reconnu qu'il est devenu. Donc c'est cette question de l'évolution finalement elle a toujours été à l'intérieur de l'œuvre de J.K. Rowling, c'est d'ailleurs aussi le cas dans ses autres livres, et mettre de côté entre guillemets ce sentiment d'évolution et cette manière finalement de percevoir la vie d'un personnage non pas comme quelque chose de linéaire qui se lirait en fait sur 8 bouquins comme on déguste finalement 8 films Marvel, là il faut vraiment se mettre dans l'idée que effectivement quand on quitte un personnage lorsqu'il a 18 ans et qu'on le retrouve quand il en a presque 40, forcément il a quand même beaucoup changé, son itinéraire de vie a changé, il a eu des enfants, il s'est marié, il y a eu tout un tas de choses en fait qui ont impacté sa vie et qui ont donc impacté nécessairement sa manière de voir le monde, de le percevoir et aussi sa manière de réagir. C'est pour ça qu'on ne pouvait pas imaginer, et que ça aurait été une véritable faute, que les personnages reviennent dans cette 8e histoire avec des personnalités qui étaient absolument calquées sur celles qui étaient celles de Harry Potter et les reliques de la mort par exemple, ou même celles de Harry Potter à l'école des sorciers si on veut pousser le trait. Alors après évidemment, il ne faut pas non plus oublier une chose, c'est que Harry Potter et l'enfant maudit c'est une pièce de théâtre. Et donc qui dit forcément pièce de théâtre dit un exercice scénique qui est très pertinent, qui est très intéressant, mais qui forcément demande un certain nombre de petits ressorts pour faire ressortir un peu mieux la personnalité des gens pour que le spectateur puisse se l'approprier. C'est vrai qu'entre lire une pièce de théâtre et voir une pièce de théâtre, on vous l'a dit 50 fois, il y a toujours évidemment beaucoup de différences et ce n'est pas du tout la même expérience, ce n'est pas du tout la même histoire. Certains aiment les pièces de théâtre, d'autres ne les aiment pas, certains aiment les lire, d'autres n'aiment pas les lire, mais voilà, c'est vrai que quand on se penche plus sur l'analyse des personnages, finalement on se rend compte qu'il n'y a absolument aucune difficulté à effectivement percevoir la modification de comportement, que ce soit de Harry, de Ron, de Hermione, ou même pourquoi pas d'ailleurs de Ginny, dont nous n'avons pas parlé beaucoup dans cette vidéo, mais qui elle aussi a su évidemment gagner en maturité, gagner en présence, et finalement on comprend mieux d'ailleurs quand on voit le personnage de Ginny, pourquoi ce couple en réalité s'est construit et était finalement la bonne solution pour Harry Potter, et une solution probablement bien meilleure que ne l'aurait été celle d'Hermione Granger. Donc voilà grosso modo ce qu'on voulait vous dire sur cette question-là qui revient vraiment souvent dans les critiques apportées à l'enfant maudit. Nous pour nous, c'est clair, c'est net, on adore cette histoire et on continuera à la défendre. Donc dites-nous vous dans les commentaires s'il y a encore d'autres reproches dont vous voudriez éventuellement qu'on parle, d'autres choses dont vous voudriez effectivement qu'on vous explique un peu les ressorts qu'il y a derrière le texte et derrière la pensée qui a été celle de J.K. Rowling et de ses deux acolytes quand ils ont écrit puis réalisé cette pièce de théâtre. Ça nous intéresserait vraiment de pouvoir en discuter avec vous. On espère vraiment que cette vidéo vous aura plu parce que nous on a pris beaucoup de plaisir à l'écrire, on a pris beaucoup de plaisir finalement à se poser tout un tas de questions sur la manière dont les personnages avaient évolué et comment ils avaient pu en arriver jusque là. Nous c'était vraiment quelque chose qui nous intéressait. Donc dites-nous dans les commentaires si partagez un petit peu notre avis et puis on se retrouve donc très bientôt pour de nouvelles aventures. On va parler probablement très bientôt à nouveau d'un petit phénix au cas où. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous nous rejoignez. Vous êtes chaque jour de plus en plus nombreux et ça nous touche vachement. Et n'hésitez pas non plus à nous laisser un petit like parce que ça nous fait toujours plaisir de voir que nos contenus vous plaisent. À très bientôt.